téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue sur Olive TV, qui comme Voice chez vous. Cet après-midi, nous avons vraiment le privilège et l'honneur d'avoir avec nous les distingués médecins et notre témoin, notre cas vivant dont nous avions parlé l'autre fois. Nous aurons le plaisir de les connaître, enfin de faire leur présentation tout à l'heure. Mais d'abord, nos excuses pour ce petit retard de quelques minutes. Vous savez que quand il faut faire de bonnes choses, des fois il faut prendre méticuleusement le temps pour essayer de bien le préparer. Au micro, Jean-Guy Kikamba, comme vous savez, et à ma gauche, nous avons le docteur Paul Bokelo Ouéanjo. Oui, allô. Oui, allô. Sorry. Et puis à ma droite, nous avons pour la première fois le docteur Mathilde Mbuk-Samnik. Ça peut paraître étrange, elle n'est pas du Congo, elle est du Cameroun, comme le docteur plus au coin là-bas à droite, docteur Assa. Et derrière, comme on a dit, notre témoin de l'autre fois, Madame Dorothée Amouin. À moins que je me trompe. C'est ça. Bien. Alors, cet après-midi, nous allons parler de la drépanocytose, ou l'anémie SS, comme vous le savez. Vraiment, c'est une émission. Nous vous demanderons d'abord d'attendre quelques explications avant de commencer les questions. Nous allons vous donner le temps de poser vos questions. Mais avant toute chose, nous allons dire ceci. Maintes fois, nous ignorons ce qui nous entoure ou ce qui nous préoccupe. Maintes fois, nous négligeons notre santé, mais la santé est la mère de notre corps. Alors, cet après-midi, nous sommes là pour essayer de vous expliquer, enfin pas moi, c'est les distingués docteurs, enfin moi je n'ai pas fait la médecine, mais n'empêche, avec le peu de connaissances que Dieu m'a donné l'occasion d'avoir, j'essaierai de dire. Alors, bonjour docteur Bokelo. Bonjour Jean-Guy. Bonjour. Et devant la télé, qu'est-ce que vous avez à dire à toute la communauté francophone de UK? Nous remercions d'abord ceux qui nous regardent. Ils ont pris de leur temps et qu'ils ont consacré à ce que nous allons leur communiquer. Alors, je leur dis bonne réception de ce que vous allez entendre parce que c'est très important. Moi, je suis le directeur d'une petite organisation appelée Salem Health Project où nous donnons des conseils de santé et nous donnons quelques supports aussi de santé. Nous sommes basés, nous restons, notre bureau est à Canning Town, Saint-Luc Community Center. Alors, si vous avez un Bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue sur Olive TV, qui comme Voice chez vous. Cet après-midi, nous avons vraiment le privilège et l'honneur d'avoir avec nous les distingués médecins et notre témoin, notre cas vivant dont nous avions parlé l'autre fois. Nous aurons le plaisir de les connaître, enfin de faire leur présentation tout à l'heure. Mais d'abord, nos excuses pour ce petit retard de quelques minutes. Vous savez que quand il faut faire de bonnes choses, des fois il faut prendre méticuleusement le temps pour essayer de bien le préparer. Au micro, Jean-Guy Kikamba, comme vous savez, et à ma gauche, nous avons le docteur Paul Bokelo Ouéanjo. Oui, allô. Oui, allô. Sorry. Et puis à ma droite, nous avons pour la première fois le docteur Mathilde Mbuk-Samnik. Ça peut paraître étrange, elle n'est pas du Congo, elle est du Cameroun, comme le docteur plus au coin là-bas à droite, docteur Assa. Et derrière, comme on a dit, notre témoin de l'autre fois, Madame Dorothée Amouin. À moins que je me trompe. C'est ça. Bien. Alors, cet après-midi, nous allons parler de la drépanocytose, ou l'anémie SS, comme vous le savez. Vraiment, c'est une émission. Nous vous demanderons d'abord d'attendre quelques explications avant de commencer les questions. Nous allons vous donner le temps de poser vos questions. Mais avant toute chose, nous allons dire ceci. Maintes fois, nous ignorons ce qui nous entoure ou ce qui nous préoccupe. Maintes fois, nous négligeons notre santé, mais la santé est la mère de notre corps. Alors, cet après-midi, nous sommes là pour essayer de vous expliquer, enfin pas moi,
Les distingués docteurs, enfin moi je n'ai pas fait la médecine. Mais n'empêche, avec le peu de connaissances que Dieu m'a donné l'occasion d'avoir, j'essaierai de dire. Alors bonjour docteur Bokelo. Bonjour Jean-Guy. Bonjour. Et devant la télé, qu'est-ce que vous avez à dire à toute la communauté francophone de UK? Nous remercions d'abord ceux qui nous regardent. Ils ont pris de leur temps et qu'ils ont consacré à ce que nous allons leur communiquer. Alors, je leur dis bonne réception de ce que vous allez entendre parce que c'est très important. Moi, je suis le directeur d'une petite organisation appelée Salem Health Project où nous donnons des conseils de santé et nous donnons quelques supports aussi de santé. Nous sommes basés, nous restons, notre bureau est à Canning Town, Saint-Luc Community Center. Alors, si vous avez un problème quelconque de santé, je crois que vers la fin, vous verrez le numéro de téléphone et notre adresse que vous avez déjà vu auparavant. Oui. Merci, docteur. Nous y reviendrons. Docteur Mathilde, le public vous écoute. Je suis très honoré de vous avoir pour la première fois. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? La communauté francophone est là, bien que je sais que le docteur Assa, des fois, il est anglophone. On a eu du mal avec lui d'autres fois, mais on s'est démerdé. Qu'est-ce que vous avez à dire à notre communauté? D'abord, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Comme vous l'avez si bien dit, je suis un médecin d'origine camerounaise. Le Cameroun est bilingue, donc oui. C'est pour ça que je commence à avoir l'habitude. Parle l'anglais comme étant sa première langue. Oui. Je suis très contente de participer à cette émission. Je suis médecin. J'ai fait mes études à Bruxelles, donc je connais beaucoup la communauté congolaise. Et je suis venue à Londres. J'ai d'abord travaillé à l'hôpital comme médecin infectiologue. Et depuis récemment, je travaille maintenant comme GP. Et donc, je sais qu'il y a un problème d'accès pour la population francophone, simplement pour des problèmes de langue, accès à l'information relative aux problèmes de santé. Donc, sur ce plateau, on va essayer comme on peut de répondre aux questions de vos téléspectateurs. Merci beaucoup, docteur. Docteur Assa, vous n'êtes pas étranger maintenant à d'autres communautés francophones, disons bien, même bien sûr les anglophones aussi me regardent. Un mot rapidement pour notre population. Merci encore Jean-Guy et encore merci à Salem Health Project pour me donner ce privilège de continuer à parler avec vous les téléspectateurs, surtout sur notre sujet d'aujourd'hui qui est très important. Je suis, comme vous le savez, je suis gestionnaire en santé publique et spécialisé en ce qui concerne la drépanocytose. Ici en Angleterre, je suis conseiller de la Sickle Cell Society, mais aussi conseiller pour l'OMS en ce qui concerne la drépanocytose. Merci beaucoup, docteur. Maman Dorothée, encore une fois enchanté. Bien ravi de voir une lumière parmi nous aussi, comme le docteur Mathilde. Je suis vraiment très gâté. Un petit mot devant. Oui, salut les spectateurs. Et je suis qu'une patiente de la drépanocytose. C'est juste pour apporter mon apport personnel, pour leur donner un peu de courage. Ce n'est pas une maladie qu'on doit avoir honte ou bien cacher ou avoir peur. C'est juste une participation pour leur donner un peu d'encouragement. Merci beaucoup, Maman Dorothée. Bien sûr, certains nous ont regardé, d'autres non. Pour ceux, nous allons revenir d'abord à une petite récapitulation de la matière. Je crois que nous avons le spécialiste en la matière qui est le docteur Assa, et puis le docteur Bokelo nous reviendra un peu plus tard. Docteur Assa, la drépanocytose, l'anémie SS, qui nous concerne, nous aussi, plus particulièrement, pardon, les Africains noirs. Un petit mot, une petite définition, une petite explication avant que nous n'avancions. Merci, c'est très important pour dire que c'est une maladie génétique très grave, une maladie du sang. Et à la base de cette maladie, c'est ce qu'on va parler, c'est un élément du sang qui s'appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est l'élément qui donne la couleur rouge au sang. Mais c'est plus important, c'est que c'est l'élément qui transporte l'oxygène dans le sang. Et aussi, il faut disons, préciser que le sang circule dans tout le corps humain. Alors, quand on parle de la drépanocytose, je ne suis pas ici pour vous donner une leçon de pathologie, mais surtout pour, disons, préciser ce qu'on va dire la crise drépanocytaire.
à base de ça, c'est que l'hémoglobine, les drépanocytaires ont, comme c'est une maladie génétique, ils ont cette tendance, dès que l'hémoglobine a déchargé de son charge d'oxygène, ça a cette tendance de déformer les globules rouges en forme de banane. Alors j'ai cette tendance à dire le globule rouge bananiforme, mais où est le problème pathologique? Le problème pathologique, c'est que cette tendance de déformer, le globule rouge déformé, sont cette tendance de bloquer la circulation du sang. Bloquer la circulation du sang, alors ça bloque aussi la circulation de l'oxygène. Vous savez que l'hémoglobine porte l'oxygène partout dans le corps. Et l'oxygène, c'est ça qui fait respirer le corps. Alors dès qu'il y a le blocage, là où les parties du corps qui devaient normalement avoir de l'oxygène meurent, et ça traîne alors les douleurs très sévères. Là, c'est la première manifestation. Deuxième manifestation, c'est que les rats dans le corps humain considèrent tous ces globules déformés et les enlèvent. Et alors, disons que la durée des globules rouges qui sont déformés, au lieu de 120 jours dans le corps humain, la durée est très courte, disons que quelques deux semaines. Alors, c'est là où s'entraîne encore ce qu'on appelle l'anémie. Là où le nom anémie falciforme, anémie bananiforme. D'autres manifestations, il faut préciser que, comme j'avais dit, que l'hémoglobine, le sang circule dans tout le corps humain. Cette manifestation de blocage, alors ça peut s'arriver n'importe où dans le corps humain. Si ça s'arrive au cerveau, ça cause alors un accident cérébral. Si c'est au niveau du cœur, accident cardiaque. Je vous présente déjà différentes manifestations que ça cause à cause de ce blocage du sang. Symptômes, à cause du blocage, vous avez alors possibilité de douleurs sévères, aussi l'anémie et les complications n'importe où dans le corps humain, là où ce blocage se manifeste. Mais je présente déjà une pathologie qui est très compliquée, mais disons pour dire que dès que j'ai mes collègues ici qui vont témoigner que dès que vous savez ce qui se passe dans cette situation, vous pouvez bien contrôler la situation comme on va parler pendant cette émission. Merci beaucoup, docteur. Nous allons passer d'abord au docteur Bokelo. Docteur Bokelo, j'ai entendu le docteur Assa parler des origines héréditaires. Est-ce qu'il y a moyen de nous expliquer comment héréditaire? Parce que nous allons d'abord signaler à notre public, parce qu'il y en a qui, des fois, ont du mal à comprendre le français, ou qui comprennent très peu, pour ne pas dire qu'ils ne comprennent pas. Mais nous allons leur dire, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, il n'y a pas de problème, posez vos questions. En lingala, en français, en anglais, je crois que l'équipe est bien formée pour essayer de répondre. Nous ferons notre minimum. Docteur, les origines héréditaires, comment ça se fait? D'accord, je vais répondre à votre question d'origine, mais parce que le but de ces émissions que nous faisons à la télé, c'est pour vulgariser certaines pathologies, certaines maladies. Lorsqu'on parle de crise et tout ça, les gens peuvent voir ça une chose lointaine. Je crois que celui qui a grandi en Afrique, les enfants qui sont nés ici, ils n'ont peut-être pas vu de véritables personnes qui souffrent de l'anémie SS, comme nous l'appelons chez nous. Vous avez sûrement vu en Afrique particulièrement un enfant dont les conjonctives, c'est-à-dire les yeux, sont blancs comme du papier parce que le sang est vraiment fini. Donc, il a détruit tous ces hémoglobines, globules rouges, comme le docteur vous disait. Juste pour dire conjonctive, c'est la couleur rouge des yeux. Il faut bien expliquer. Alors, vous voyez des enfants qui sont chétifs avec le bras ou parce qu'ils ont eu une des manifestations de cette anémie SS. Par exemple, ils ont fait une infection ou autre chose. Alors, ils ont souffert de ce qu'on appelle l'ostéomyélite, c'est-à-dire une infection des os, suite à ce que le docteur Assa venait de dire. Donc, ça peut se manifester depuis des années. C'est une maladie grave. Ces enfants chez nous, par exemple, le docteur va en parler plus tard, je crois, n'atteignaient pas l'âge de 5 ans. La majorité mourait avant 5 ans. C'est pour dire la gravité de la chose. Alors, la question qui m'a été posée, donc je devrais parler des origines. Ce n'est pas une maladie qui s'acquiert. C'est-à-dire,
vous ne pouvez pas attraper la drépanocytose ou l'anémie SS comme vous attrapez le HIV, je veux dire le sida, la grippe ou autre chose. C'est une maladie qui est transmise par les parents. Vous savez que tout le monde sait, on lui a fait l'ADN, on lui a fait ceci. Cela veut dire que chacun a un, je ne sais pas comment il faut dire, chacun a hérité de ses parents des caractères particuliers dans quelque chose qui est dans la cellule qu'on appelle gène. Alors, d'où le nom, il a une maladie génétique, c'est-à-dire une maladie qui a été transmise par hérédité des parents, donc soit de la maman ou du papa, ou les deux ensemble. Alors, dans le cas de la drépanocytose, le docteur l'a si bien dit, c'est une déformation du globule rouge. Le globule rouge, c'est l'élément qui transporte l'oxygène. Pardon. L'hémoglobine, c'est l'élément, je vais dire, la déformation de l'hémoglobine. L'hémoglobine est contenue dans le globule rouge qui transporte l'oxygène. Alors, par une déformation de cette protéine qu'on appelle hémoglobine, alors le globule rouge se déforme. Il ne peut plus transporter correctement l'oxygène. Alors, les parents transmettent à leurs enfants ces défauts de l'hémoglobine. Donc, ça se fait par hasard. Par exemple, si les deux parents sont SS, par exemple, là, il n'y a rien à faire, tous les enfants seront SS. Tandis que si les deux parents sont AA, alors, il y a par hasard, les enfants peuvent être soit des AA, soit des AS, ou non, les deux parents AA. Les deux parents AA, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc tous les enfants sont AA. Tandis que si les deux parents qui se marient sont AS, alors il y a quelque chose que j'ai fait qui est resté là-bas. On va prendre ça. On va prendre ça. C'est-à-dire, vous savez que l'enfant hérite du père et de la mère. Et chaque personne a deux composantes dans sa cellule. Une composante venant de la maman, une composante venant du papa. Alors, si le papa AS, maman AS, cela veut dire qu'il y a 4 possibilités. Puisque papa peut transmettre deux choses à la fois. Peut transmettre soit le A, soit le S. La maman de la même manière, elle peut transmettre soit c'est A, soit S. Alors, dans la combinaison du hasard, les enfants, 25% d'enfants ont la chance d'être AA, c'est-à-dire d'échapper à la drépanocytose. 25% d'enfants automatiquement vont, disons, par hasard, pas automatiquement, par hasard peuvent être SS. Alors, il y a seulement 50% des enfants vont hériter l'hémoglobine S, donc vont être SS. Oui, vous avez ici, est-ce qu'il y a moyen de faire un gros plan de ceci? Apparemment c'est pas trop clair. Celui-là. Bon, c'est pas possible de faire un gros plan de cela. Bon, je crois que vous comprenez, nous avions tous appris, ceux qui ont fait un peu de biologie. Le caractère Rhésus. Oui, on parlera de ça dans ceux qui ont fait un peu de biologie, ils savent que la transmission héréditaire, c'est quelque chose du hasard. Donc, si vous faites un tableau, alors au moment où l'enfant va être, où la fécondation va se faire, l'enfant peut hériter d'un caractère ou non de sa mère. Comme il y a deux possibilités chez le papa, deux possibilités chez la maman. Donc, il y a un quart de chance que les enfants soient normaux, un quart de chance que les enfants soient complètement malades, SS, 50% de chances que les enfants soient AS. Cela veut dire que l'enfant n'a pas le choix, les parents n'ont pas de choix, ils ne déterminent pas du tout, mais c'est un fait du hasard, du fait que les parents portent le gène en question, le gène malade, qui peuvent transmettre aux enfants. Donc c'est une transmission héréditaire. Ça n'a rien à voir avec une volonté, ça n'a rien à voir avec une infection, c'est le hasard. D'accord. Merci beaucoup le hasard. On va aller chez le docteur Mathilde. Docteur, hier j'ai été à Tottenham ici, et me faire une petite coupe. J'ai rencontré des amis, des frères de la communauté chez Tianou Seroti. Alors il y avait une discussion justement quand j'expliquais que demain nous aurions cette émission. Alors quelqu'un qui me dit non, moi je suis au positif, cette histoire-là ne me concerne pas, donc vous êtes GP. Un malade vient chez vous, comment vous arrivez à guider les malades à arriver jusqu'à connaître ces histoires? Si vous permettez, je vais juste avoir une petite... Je vais un peu glisser dans ce que il n'y a pas de problème. Mes deux interlocuteurs ont dit. Il n'y a pas de problème. Parce que, je veux dire, on parle à une audience qui
pour la plupart ne sont pas médecins. Ouais. Donc on va essayer probablement d'utiliser des termes qu'on un peu facile. Voilà. Et je pense qu'avant de vite les orienter vers les différents trucs, il faut leur dire pourquoi est-ce que cette maladie atteint surtout les gens de notre communauté. Voilà. Parce que c'est sûr qu'il a beaucoup insisté, le docteur Bukele, sur le fait du hasard. Donc c'est pas un sort qui est lancé. C'est important que les gens sachent que c'est une maladie qui est transmise par les parents, mais c'est pas de la volonté des parents. Des parents. Sinon les enfants risquent d'haïr les parents. Pourquoi cette maladie persiste? Parce que c'est la première maladie génétique ici en Angleterre. Ouais. Parce qu'on a quand même une grande communauté ici. C'est la première maladie génétique en France. Et même aux États-Unis, c'est la première maladie génétique et c'est surtout dans les populations noires. Ouais. C'est dans les populations noires parce que le gène AS se transmet par des personnes qui sont saines. Et cette personne-là résiste mieux au paludisme. Et le paludisme, c'est la première cause de mortalité dans nos pays. On dit paludisme et la malaria. Oui, la malaria. Okay, parce que... La malaria, c'est la première cause de mortalité dans nos pays jusqu'à présent. Ouais. Donc, ce qui fait qu'il y a une sélection de la population qui résiste à la malaria. Et cette population-là est porteur du gène qui peut donner la maladie, la drépanocytose. Donc, c'est pour ça que cette maladie va persister. Maintenant, l'importance du dépistage, c'est que quand deux personnes se rencontrent, qu'ils sachent quel est leur groupe sanguin. Ouais. Donc, ils sachent qu'ils sont AS et AS. Ils ne découvrent pas l'enfant seulement sans savoir quel était leur statut. Et d'où l'importance, aujourd'hui en Angleterre, on offre le dépistage à toutes les femmes enceintes. Moi, je trouve que c'est un peu tard, parce que quand on est enceinte, on est déjà avec quelqu'un. En France, ils faisaient un dépistage avant le mariage. Automatique. Donc, ça permettait aux gens, avant le mariage, de savoir quel est leur statut. Bon. Maintenant, moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont la possibilité de se faire dépister quand ils ne sont même pas encore en couple. Ouais. Donc, vos amis qui ont dit, bon, je suis O+, c'est une bonne chose, c'est eux qui sont O+. Ils ont peu de chances d'avoir des enfants SS, mais encore faut-il qu'ils fassent un test qu'on appelle l'électrophorèse. Ouais. Ici, en Angleterre, toute personne peut être enregistrée chez un GP du moment où il a le droit de résider dans ce pays. Donc, la première personne à voir, c'est son GP. Voilà, je suis africain, je ne connais pas quel est mon groupe sanguin. Et le GP va référer, de toute façon, va pouvoir ordonner un test beaucoup plus approfondi que juste la prise de sang, qu'est l'électrophorèse. Et dans l'électrophorèse, ils vont chercher ce qu'on appelle une anémie, on appelle l'hémoglobinopathie, mais oublions, c'est un mot très compliqué. Donc la première personne, c'est GP, le GP réfère pour un test sanguin. Quand on a son test sanguin, on le connaît, ça ne change pas au cours de la vie. Et maintenant, pour ceux qui veulent se mettre en couple et qui savent qu'ils sont de la même communauté, ils peuvent demander aux partenaires, est-ce que vous connaissez votre groupe sanguin? On est là, ok. Maintenant, docteur Bukele, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter parce que je vois ici, on va revenir sur ce bouquin, mais est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter parce que on court derrière les temps? Nous avions commencé cette émission la fois passée, ce n'était pas en direct, mais nous avions enregistré quelque chose. Alors, nous répétons ce que nous avions dit. Le but de l'émission, encore une fois, c'est de vulgariser cette histoire, de vulgariser cette maladie, que les gens négligent. De la mettre à la portée de tout le monde. Oui. Le docteur Mathilde vient de parler du groupe sanguin, vous aussi, vous venez de parler du groupe sanguin. Dans le livre dont nous allons parler plus tard, nous parlons de cette confusion. Il y a le groupe sanguin, et vous savez que nous avions, ceux qui vont lire ce livre verront cette introduction. Dans le sang, il y a le groupe sanguin qui est déterminé par A, B, O, avec le signe positif OAB. C'est-à-dire, vous pouvez être du groupe A, du groupe B ou du groupe 0, mais avec un facteur qu'on retrouve, un facteur qu'on appelle résus. C'est pour cela que c'est positif. Là, c'est le premier élément. Il y a un deuxième élément, donc le premier élément c'est du groupe A ou B, et puis le deuxième élément, si on a ce facteur ou l'on n'a pas. Si on n'a pas ce facteur, on est du groupe négatif, par exemple A négatif, O positif, ainsi de suite. La troisième chose, c'est le type d'hémoglobine. Alors, le docteur
a bien souligné ça, il y a un test qu'on appelle électrophorèse d'hémoglobine. Ce n'est pas parce qu'on a fait, vous connaissez votre groupe sanguin, que vous connaissez votre type d'hémoglobine. C'est un examen particulier qui doit être fait. Je dois souligner ce qu'il a dit, c'est-à-dire que pour le savoir, il faut obligatoirement subir un test particulier pour détecter cela. Le fait d'être du groupe A, B ou groupe 0 ne signifie pas que vous avez un bon type d'hémoglobine. L'hémoglobine A ou S, où il y a d'autres types d'hémoglobine, par exemple fœtale et consort. On peut le détecter que par l'électrophorèse, comme le docteur venait de le dire. Donc on doit subir ça à tout prix pour savoir quel est son type. Docteur Hassan, maintenant j'ai entendu le docteur Mathilde parler plus de noirs. Nous sommes les potentielles victimes de cette maladie. Est-ce que c'est seulement les noirs? Pas seulement les noirs, mais enfin, il faut que, avant même de parler de cela, que je précise quelque chose. Puisqu'on vient de présenter une maladie sévère, grave, c'est très important aussi de dire aux gens que ça peut être bien contrôlé. On a parlé des symptômes. La douleur, on peut bien contrôler la douleur. L'anémie, on peut contrer ça avec les transfusions. Bon, et c'est très important parce que ce programme, c'est que, comme j'avais dit l'autre fois, knowledge is power. Savoir, c'est comment aussi ça donne la puissance, comment gérer, c'est très important. Mais ce n'est pas seulement pour les noirs, mais c'est plutôt, disons que ça se présente toujours parmi les noirs. Généralement, mais il y a aussi les blancs. Ici en Angleterre, on parle de disons, on a quelques 15 000 drépanocytaires ici en Angleterre. Les blancs? Non. En général? En général, mais presque tous, ce sont les noirs. Mais puisque c'est une maladie génétique, et comme il y a déjà interaction entre les noirs et les blancs, cette gène-là, ça traverse déjà. Bon. Le mixage. C'est ça. Alors, c'est très possible qu'on a déjà les blancs qui sont porteurs du gène, mais porteurs sains, comme mon collègue Mathilde avait dit. Bon, il se peut que, disons, peut-être dans une autre génération, on va alors commencer à voir même les blancs qui seront les drépanocytaires. Là, c'est très possible. Mais pour le moment où nous sommes là, c'est presque généralement les noirs qui sont atteints de la drépanocytose. Mais on sait qu'entre 1 sur 1000 blancs sont déjà porteurs de cette gène de drépanocytose. 1 sur 1000, ici en Europe. Mais alors, ça veut dire seulement que, peut-être dans une autre génération, disons que 15, 20 ans, on aura aussi les blancs qui seront atteints de la drépanocytose sérieusement. Mais c'est très important aussi de préciser que, comme mon collègue avait dit là, il paraît qu'il y a une association avec la malaria, le paludisme, mais c'est quand même dommage que le bon Dieu, en voulant traiter le paludisme, nous donne aussi quelque chose. C'est un peu bizarre parce que quand j'ai grandissé au pays, on me disait souvent que j'étais plus allergique ou bien plus susceptible d'avoir la grippe et non la malaria. C'est seulement ici, comme on a dit la fois dernière, que j'ai découvert que j'étais AS. Donc quand le docteur Mathilde me disait, je me référais maintenant à mon enfance. On me disait non, la malaria, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais quand j'avais la grippe, j'étais là, je tremblotais et tout le monde devait fouiller parce que même le lit bougeait. Je ne sais pas s'il y a une connexion entre la grippe et la malaria pour nous, les susceptibles transporteurs de cette histoire. Un peu difficile à expliquer cette connexion, parce que il faut seulement dire que je voulais seulement faire répéter le message de dépistage. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Nous allons avoir peut-être le docteur. Non, je veux juste vous rassurer. La raison pour laquelle vous étiez résistant à la malaria, c'est que vous êtes porteur sain, mais quelque part votre hémoglobine est un peu différent de ceux qui n'ont pas du tout le gène. Et donc, le moustique qui pique les gens pour la malaria n'aime pas votre sang. C'est pour ça que vous êtes résisté. Il est amer. Voilà. Mais je suis content. C'est pour ça qu'il y a plus de gens qui survivent. Et ce sont les gens ont ce trait-là. Ok, je suis content, je pourrais aller à la forêt équatoriale. Non, mais par contre, il faut quand même toujours prendre la prophylaxie quand vous repartez en Afrique. Je pourrais aller calmement à la forêt équatoriale. Nous avons une dame ici très chère à nous, qui est justement victime de cette maladie, Maman Dorothée. Le public vous entend.
Le public vous entend. Maman Dorothée, une petite expérience de vous-même. Comment vous l'avez découvert? Comment vous l'avez subi? Comment vous l'avez vécu? Et maintenant, qu'est-ce que vous en savez? Ok, bon, la drépanocytose, je l'ai su, j'étais déjà grande. J'étais très malade. Et à chaque moment, j'avais le rhumatisme. Bon, en Afrique, j'ai dit le rhumatisme. J'avais les articulations qui me faisaient tout le temps mal quand j'étais enfant. Presque, on dit j'avais tout le temps mal dans les articulations. Mais vous savez, en Afrique, on n'a pas... On ne fouille pas pour savoir c'est quoi. On se base tout le temps sur le rhumatisme. Et on s'est dit non, c'est dans notre famille. La famille a ça. Et on se base dessus et on continue avec ça. Et le taux de mortalité augmente. Et moi, je peux dire que c'est par la grâce de Dieu que j'ai vis encore pour pouvoir rendre le témoignage à mes frères et soeurs qui souffrent de cette maladie. Je l'ai su déjà, j'avais l'âge déjà de 25 ans quand j'ai su que j'avais la drépanocytose. Parce que j'urinais le sang. J'avais une hématurie totale, j'urinais le sang. Jusqu'à 25 ans? Non, il y avait 25 ans et je suis tombée malade une fois comme ça. J'ai fait le pipi, c'est le sang. Okay. Donc les gens ils ont cru que c'était la bilharziose. Ils m'ont demandé si tu es parti au village, j'ai dit non. Tu es allé, j'ai dit non. Ils ont fait toutes sortes de recherches, cancer, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est un médecin gynécologue qui a dit, mais est-ce que vous n'avez pas la drépanocytose dans votre famille? Et j'ai dit, c'est quoi que la drépanocytose? Et lui, il a demandé qu'on me fasse un examen de sang, l'électrophorèse. Et c'est là qu'ils ont fait, qu'ils ont su que j'avais la drépanocytose et que j'étais même SS. C'est par là qu'ils ont su que j'étais malade. Donc, il fallait maintenant appeler mon père pour lui dire que votre fille a la drépanocytose, elle est SS. Mon père, il tombe dans les ponts. Il dit, mais c'est quoi ça? On dit, si elle est SS, c'est que vous aviez et votre femme a. Mon père, il a fait le test, il était AS. Ma mère, SS. Mes soeurs, tout le monde AS. Toutes mes soeurs sont donc, AS. Donc 75% des chances dans la famille. Voilà, ils sont tous AS, sauf moi qui suis SS. Et c'est à partir de là que j'ai su que j'avais la maladie. Et bon, en Afrique, en Côte d'Ivoire, on avait vraiment un bon centre de la drépanocytose qui était suivi par le docteur Sangari, qui est décédé, qui est vraiment, c'était vraiment bien, on traitait vraiment bien les drépanocytaires. Il fallait les suivre, leur donner les médicaments, comme ça se passe ici, rester et vraiment moins parce que quand tu manques d'oxygène, tu fais la crise. Quand il fait, nous allons arriver à ça, mais comment est-ce que vous la vivez maintenant, vous, personnellement, maintenant? Bon, dans la peur? Non, pas dans la peur du tout. Pas dans la peur. Vous vivez normalement? Oui, parce que je sais au moins que j'ai la drépanocytose et je sais ce que je dois faire pour ne pas faire les crises. Et je pense que c'est pas une maladie c'est pas comment je vais expliquer ça c'est comme que c'est... il faut prévenir voilà, c'est mon sang qui est mal formé, c'est tout. C'est ça. Moi maintenant de prendre mes précautions pour ne pas faire la crise ou pour ne pas tomber parmi ceux qui meurent parce que ça tue, c'est une maladie mortelle. La crise est mortelle. Nous allons revenir. Docteur Bokelo, les traitements. Maintenant, nous sommes là. Maman Dorothée a parlé des précautions. Thalassémique, mais j'ai les enfants 100% SS. Mon mari est AS. Alors les enfants souffrent plus que même les enfants SS. Alors maintenant, ils sont en transfusion. Ils reçoivent les transfusions chaque mois. Je demande s'il y a un nouveau produit sur le marché parce qu'ils ont promis qu'il y aura des génétiques, des traitements génétiques. Ma question est de savoir comment est-ce que moi je suis thalassémique et les enfants sont plus que SS. Et puis s'il y a un nouveau produit sur le marché maintenant. Voilà, docteur, si j'ai bien compris la question de Notre-Dame Bibi, elle dit elle est apanasémique. Je crois que vous connaissez le terme. Elle n'est pas SS, mais son mari est AS, si j'ai bien compris. Mais elle a des enfants SS. Comment cela est arrivé? Parce que les enfants sont vraiment souffrants. Et qu'est-ce qu'elle devrait faire? Je n'ai pas eu la dame directement en ligne. Oui, c'est Bibi. Je ne pense pas que si elle a des enfants SS, il reste 3 minutes. Elle a potentiellement un AS ou alors il y a un ASC. Donc il faut faire très attention. Si ces enfants sont drépanocytaires SS, il n'y a aucune, elle ne pourrait pas avoir, elle pourrait pas ne pas avoir le gène. Parce que c'est un gène pour l'enfant soit malade, il faut que l'enfant soit SS, il faut que les deux parents soient AS. Maintenant, je veux faire une petite diversion. Il y a certaines personnes qui sont AS, mais qui présentent quand même des symptômes qui sont comme ceux des SS.
Peut-être que cette dame-là, ses enfants sont AS, mais dans la variante qui aussi a une prédisposition à avoir ces douleurs, tous ces symptômes-là. Ok, merci beaucoup. Ou bien alors, Maman Bibi, s'il y a moyen, appelez-nous après l'émission. On va vous donner les numéros des docteurs ici. Vous allez les contacter en privé et puis vous allez être guidé jusqu'au bout. Merci. Oui, nous allons en tout cas, prenez les numéros de UK Congo Voice, malheureusement, parce que nous avons pas eu. Oui, bonjour. En fait, j'ai une question. Je veux juste poser pour demander s'il y a des aliments appropriés pour cette maladie. Des aliments? Ok. Je voudrais savoir s'il y a des aliments appropriés pour essayer de combattre ou vivre avec cette maladie. Je pense que dans cette brochure, il a été dit clairement qu'il faut manger convenablement. Je ne pense pas que les parents ne doivent pas se dire qu'il faut qu'ils aillent avoir un régime spécial, mais un régime qui est une alimentation complète, c'est-à-dire des légumes, des fruits, des protéines, enfin poisson, viande et tout. Mais ces enfants doivent beaucoup boire, énormément boire. Donc ça c'est important. Bien, nous avons juste 2 minutes restantes, à moins que la banque là-bas parle pour que nous continuions. Les docteurs ont fait le nécessaire. Mais entendons-nous bien avant que chacun de nous ici donne juste quelques 2-3 petits mots. Si vous voulez que cette émission continue, bien sûr que les médecins ont fait leur nécessaire. Vous aussi, contactez-nous, contactez Olive TV, sponsorisez cette émission. Nous serons avec vous à tout moment. Il n'y a pas que les médecins, avec le peu d'efforts qu'ils ont fourni, pour venir ici vers vous aussi. Rapidement, nous allons juste demander au docteur Assa s'il a un petit commentaire à faire. Nous allons passer à un tour de rôle parce que nous devons nous quitter. C'est tout juste pour insister aux téléspectateurs, ceux qui sont des questions, continuez à poser les questions directement à Olive TV et soit à Salem Project et on va entrer en contact avec vous directement pour vous présenter encore des informations, comment gérer votre condition. Mais surtout la dame qui a parlé de thalassémie, on va continuer à parler avec ça après. Merci, docteur Mathieu. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'espère que le plus grand nombre de personnes auront accès à la brochure. La brochure a quand même beaucoup d'informations de sites ou de numéros de téléphone pour contacter. Ouais. Donc, si les personnes ont des questions ou si les personnes ont des doutes sur leur statut, comme je disais, il n'y a pas un programme où on force les gens à aller se faire dépister, mais quand ils vont voir leur GP, le GP peut leur donner la prescription pour avoir l'électrophorèse. Ok, merci beaucoup. Docteur. Oui, je crois que mes collègues ont tout dit. Nous venons ici, on n'oblige rien du tout. Ce sont des conseils. C'est notre rôle de donner des conseils. La personne est libre de suivre nos conseils ou non. Mais nous vous encourageons de les suivre. Alors, pour des informations futures, je crois que nous aurons encore une émission. Appelez, posez vos questions dans les prochaines émissions ou s'il y en a une ou deux qui restent. Nous allons essayer de répondre à ces questions-là. Ok. Maman Dorothée, rapidement, juste 1, 2, 3 mots. Oui. C'est de faire appel aux frères africains d'aller se faire dépister. C'est très important. Ceux qui ont déjà fait des enfants, eux, les enfants, leurs maris, au moins, ils savent qu'il y a quelque chose qui est là et ils peuvent commencer maintenant à combattre ça. Bon, on ne peut pas être guéri de ça, mais au moins, ça peut te tenir en vie. Ok, merci beaucoup. En tout cas, très chers frères et sœurs, nous sommes presque à la fin. Je crois que nous reviendrons, le moment convenu, sûrement d'ici 2 semaines encore, nous serons là, rien que pour vos questions. Je crois que l'équipe sera encore concrète. Nous allons nous arranger pour essayer de fixer une date et une heure. Nous reviendrons pour vous satisfaire. Mais dans l'entretemps, nous parlons santé. Il y a aussi, il veut que vos voix ne s'assoient pas. Vous avez de la famille au pays, vous avez des membres de la famille au pays, contactez-nous, vous payez ici, on les soigne au pays. Pour des informations, nous en parlerons prochainement, appelez-nous. Merci de nous avoir suivis, très bonne soirée, très bon week-end. À la prochaine, Jean-Guillaume Miko. Merci à mes distingués invités. Au revoir. Merci. Merci Jean-Guy. Confession des mamans.
vendredi le 26 au dimanche le 28 octobre 2012. Comment pouvons justement prévenir cette maladie? Bon, vous parlez du mot prévenir. Prévenir, c'est la prévention. Le mot, c'est la prévention, c'est-à-dire éviter d'attraper. Donc, il y a deux volets là. Il y a la prévention et le traitement. Je crois que moi, je parlerai beaucoup plus de la prévention. Et le traitement, bon, je vais brosser, mais le docteur Mathilde ou ça peut en parler. En fait, jusqu'à présent, il n'y a pas de vrai traitement comme tel, comme vous avez la grippe, on ne la traite pas parce qu'on donne des traitements symptomatiques. Je veux dire, comme vous avez une infection de la tuberculose ou des autres bactéries, les antibiotiques sont là pour les attaquer. Jusqu'à maintenant, comme nous avions dit au départ, c'est une affection, hein, je dis bien, pas infection, mais affection. C'est une affection génétique et héréditaire qui concerne des cellules. Donc c'est dans le sang, c'est biologique, on peut pas l'enlever parce qu'on l'a déjà, on est déjà atteint dès la naissance, dès le ventre dès la naissance. Alors le plus important, c'est la prévention. Alors une personne qui est AS, moi-même je suis AS, toi tu es AS, donc il n'y a plus rien à faire. Alors théoriquement, la meilleure façon, si tout le monde pouvait faire ainsi, est que si vous vous reconnaissez AS, dans certains pays, j'ai travaillé un peu au Grand-Duché de Luxembourg, il y a ce qu'on appelle des examens prénuptiaux. Même si je crois que ça se passe, ça devrait être obligatoire. C'est-à-dire avant le mariage, vous faites certains tests du sang et d'autres tests. Alors si vous constatez que votre préposé est AS et vous êtes AS, donc vous risquez, vous avez des chances d'avoir au moins un quart de chance d'avoir des enfants SS, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc destiné à être soigné tout le temps, à être suivi tout le temps ou même de mourir. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, pardon, je vais y arriver, le temps est compté, je sais. Si vous avez des enfants AS, ils sont sains comme le docteur Mathilde l'a dit, ils ne sont pas malades. Hein. Moi, je vous dis, je suis AS, je ne suis pas malade. Mais j'ai cette faculté de transmettre aux autres. Alors, si on pouvait couper la chaîne de transmission, c'est ainsi qu'on pouvait prévenir. Or, comment couper la chaîne? C'est ça le grand problème. C'est difficile de couper la chaîne. Mais on peut quand même éviter d'avoir des enfants SS. Dès que vous connaissez votre statut, vous êtes vous deux SS, autant ne pas vous marier. Parce qu'il y a certains de vos enfants qui seront voués à être malades. Alors, donc la prévention, c'est de connaître son statut et de faire son choix. Docteur Assa avait dit quelque chose la fois passée, vous avez même commenté, ou tu avais même commenté en disant, c'est démocratique. C'est-à-dire, il disait, il disait, chacun a le choix. Il sait qu'il est AS. Bon, l'autre est AS. S'ils veulent se marier, c'est leur affaire. Ils prennent leur risque. Mais le risque, c'est d'avoir des enfants AS. Ils vont souffrir pour les soigner. Docteur, imaginons que je suis un jeune garçon, je m'amourache de quelqu'un, vraiment c'est au topo. Mais plus de moyen de revenir. On nous annonce que non, elle est AS, je suis AS. On nous demande de nous séparer. Est-ce qu'il est facile de faire ça? C'est démocratique, et tu l'as dit, je répète ton mot. C'est démocratique. Donc vous acceptez ce risque que vous pouvez avoir. Ce n'est pas impossible que vous êtes AS, que vous ayez des enfants AA. Nous disions au départ ici que c'est le hasard. Mais le risque d'avoir des enfants SS est là. Est-ce que vous acceptez ce risque? Je n'en sais rien. Quant au traitement, j'ai été à un séminaire. Docteur Assa devait être là aussi. Je crois qu'il devait parler, mais il était occupé ailleurs. C'était une journée organisée pour les SS. C'était à West Ham United Stadium à Newham. Alors, on a parlé des traitements. Il y a des traitements, par exemple, pour enlever l'excès de fer, pour remettre l'hémoglobine, la transfusion pour les douleurs, ce sont les antalgiques, c'est-à-dire les médicaments contre la douleur. Et pour, par exemple, il y a un traitement qu'on appelle hydroxyurée, tout ça, le docteur peut en parler. Il y a maintenant de nouveaux traitements, par exemple les transplants, c'est-à-dire faire les transplantations qui sont très très difficiles. Pour les traitements, on passe d'abord au GP ici, qui nous voit souvent, parce qu'à chaque fois que nous sommes malades, c'est là-bas que nous recourons. Docteur Mathilde, les traitements et les conseils. Non, mais les conseils, moi je pense que éthiquement, on ne peut pas dire à quelqu'un ne vous mariez pas parce que vous êtes AS. Dans ce pays, on n'a pas le droit de... Non, la démocratie oblige.
Je suis très démocratique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 personnes qui sont AS, qui ont fait le dépistage, comme on les encourage à faire. Et ensuite, ils veulent quand même former une famille. Maintenant, il y a ce qu'on appelle en Angleterre le counseling. Le counseling, c'est quand même informer les gens des risques potentiels d'avoir un enfant drépanocytaire. Bon, maintenant, c'est sûr que notre audience est peut-être de l'Angleterre, mais d'autres sont en Afrique. Ici, on le voit partout. Les gens ont la possibilité d'avoir un diagnostic pendant que la maman est enceinte. Donc on fait un prélèvement, la myosynthèse, c'est une aiguille. On peut aussi faire ça chez nous, ça coûte de l'argent, c'est pas tout le monde n'a pas nécessairement accès dans nos pays. Mais ici, comme c'est l'hôpital public est pris en charge, toute personne dont le couple est AS, la femme enceinte peut avoir un diagnostic. Maintenant, quand on fait le diagnostic pendant que le bébé est dans le ventre, on peut quand même arriver à lui dire, bon, peut-être cet enfant-ci est sain, cet enfant-ci n'est pas sain. Et la décision revient aux parents de poursuivre la grossesse ou d'accepter. Je suis d'accord que c'est controversé de faire un avortement pour des raisons religieuses ou pas. Je pense que la majorité des couples préfèrent poursuivre la grossesse. Maintenant, cet enfant-là, il est dans le système, il va probablement très vite être pris en charge par les différents réseaux. Quand un enfant qui est connu dès la naissance SS, on va être très très vite attentif aux moindres symptômes. Et madame a dit très bien, les douleurs sont atroces. Et ces enfants, beaucoup se retrouvent contraints à avoir de la morphine, qui est l'antidouleur le plus élevé, et deviennent même ont une addiction à la morphine. C'est des personnes qui parfois quand elles voyagent, elles peuvent avoir des troubles respiratoires parce qu'au niveau de l'avion, il y a des problèmes de pression et tout ça. Donc, dès qu'il y a un manque d'oxygène, très vite ces personnes ont des problèmes. C'est des gens, le docteur a parlé de la rate. La rate, c'est comme une poubelle dans notre corps qui détruit les choses qui ne devraient pas rester. Ces gens ont très vite une grosse rate et ensuite la rate disparaît. Mais la rate, ça nous aide à nous battre contre des infections. Donc, c'est des enfants qui sont sous antibiotiques probablement toute leur vie. Et c'est quand les mamans sont enceintes, je suis sûre que cette maman, elle a été probablement maman, il y a une prise en charge beaucoup plus cruciale de la grossesse. Merci beaucoup parce qu'il a beaucoup à dire. Docteur, assez rapidement, un commentaire sur le traitement parce qu'on doit présenter les bouquins. Il y a des gens qui commencent déjà à téléphoner. Préparez votre téléphone, bientôt nous allons commencer à vous répondre. C'est au choix. Docteur, avant d'aller mes collègues viennent déjà expliquer les différents traitements, surtout, mais on peut traiter les symptômes, mais il y a aussi la recherche qui fait déjà des avances au niveau génétique, et au niveau de la transplantation de moelle épineuse. Mais je voudrais seulement dire que bon, voici Dorothée qui voici la deuxième fois que nous sommes sur ce programme avec Dorothée, mais elle mène presque une vie assez normale. Alors ça nous revient à le point qu'on avait parlé l'autre fois, que bon, on ne peut pas avoir un monde parfait, quoi. Bon, c'est très important qu'on fait alors le plaidoyage. Et c'est pour cela qu'on a Salem Health et Sickle Cell Society, pour dire que bon, nous sommes ici dans un pays où bon, il faut aussi considérer presque toute la population. Il faut que, avant de dire aux gens, disons qu'avant, il faut faire ce qu'on appelle objective counseling, comme mon collègue Mathieu était en train d'expliquer. Le gouvernement doit aussi savoir que bon, puisque ne peut pas avoir un monde parfait, il faut aussi considérer ces gens qui aussi souffrent de la drépanocytose et aussi investir dans cette direction. Et c'est pour cela que maintenant on trouve déjà les drépanocytaires ici en Angleterre qui arrivent déjà à l'âge de 70 ans. Bon, alors c'est très bien possible. Mais il faut qu'on continue à bousculer, à faire la pression sur le gouvernement aussi de considérer, pas seulement le gouvernement, aussi l'OMS et l'ONU. Et pour aussi, ce que j'aimerais voir, c'est la pénicilline pour tous les drépanocytaires dans toute l'Afrique. Là, c'est quelque chose, parce que si les drépanocytaires ici en Angleterre ont accès à la pénicilline, pourquoi pas en Afrique? Bon, c'est ça qu'on essaie de faire le plaidoyage. Ok, bien, docteur, mais maintenant nous avons beaucoup à dire. Nous ne saurons tout dire en ce moment. Mais pour faire, il y a ces bouquins. Pourquoi ces bouquins et qu'est-ce qui est dedans?
Si nous sommes devant le plateau aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une fondation qui s'appelle James Tidor Trust Foundation qui nous a donné un peu d'argent pour vulgariser la drépanocytose en faveur de la communauté francophone en Angleterre. Alors, ils nous ont donné un peu d'argent pour ces émissions de la télé et aussi écrire ce petit bouquin. Alors, ce petit bouquin, c'est le résumé de ce que c'est que la drépanocytose et tout ce qu'il faut savoir sur la drépanocytose et les possibilités de soins et qui aborder dans le cas où vous auriez voulu avoir des renseignements précis. Alors, à la première page, ceux qui vont avoir la chance de le lire, à la première page, vous avez le contenu, ce qui montre ce qu'il y a dedans. Nous parlons du sang. Nous avons déjà évoqué cela au départ, c'est que vous devez connaître qu'est-ce que c'est le sang. Le sang contient la partie liquide et une partie solide. La partie solide, vous avez toutes les cellules, les globules blancs qui sont là pour vous défendre, les plaquettes pour vous éviter de saigner beaucoup lorsque vous êtes blessé, et puis vous avez les globules rouges pour le transport d'oxygène. Ce qui donne la couleur rouge à votre sang, c'est la présence de l'hémoglobine dans le globule rouge. Alors, on vous explique brièvement cela, les signes, les symptômes et tout ça, comment on acquiert cela. Vous avez par exemple une page où ça parle de la transmission et vous avez les symptômes, je disais, et vous avez des statistiques concernant. Tout ce qu'il faudrait comme information. Où s'en procurer et comment? Oui. C'est dommage que notre adresse n'est pas affichée, mais je crois qu'à la prochaine émission, nous amènerons les détails de Salem. Alors, nous avons un certain nombre de numéros. On mettra des endroits, premièrement, si vous venez à notre bureau à Salem, à Canning Town, vous pouvez vous en procurer. Mais je crois que nous allons déposer aussi à certains endroits, surtout à Newham, et on laissera quelques numéros ici à Olive TV. Ok. Donc, déjà, ceux qui peuvent s'en procurer ici, il y a des exemplaires qui sont remis à Olive TV, comme en exclusivité, s'il faut le dire. Donc, vous pouvez déjà vous en procurer ici. Et c'est free. Et c'est free. Ça, c'est important. Parce que quand on parle de chiffres, on commence à paniquer un peu. Et ça commence à donner des frissons. Bien, pendant que nous attendons des coups de fil, vous êtes libre maintenant d'appeler. Je ne sais pas, la régie est là. Si vous avez une question pour qui que ce soit ici sur le plateau, sauf moi, parce que moi, je ne suis que là comme... Oui, docteur. Je peux ajouter quelque chose. Rapidement. Et c'est très important. On va en parler aux prochaines fois. Docteur Mathilde l'a dit. Oui. Docteur Assa et moi, nous l'avons dit aussi la fois passée, on l'a dit également. C'est-à-dire, l'un des buts de ceci est de ne pas laisser l'initiative aux femmes seulement. Et il y a le test est gratuit et obligatoire pour les femmes enceintes. C'est ça que je voulais demander au docteur. Je voulais demander au docteur Mathilde, pendant que nous attendons des questions, nous allons faire toujours le tour de questions. Docteur Mathilde, vous êtes GP, vous êtes là dans votre bureau. Je viens, même pas que je sois malade, est-ce que on a instauré le système de dépistage automatique pour le sida, pour ceci, pour cela? Est-ce que vous n'avez même pas demandé ou bien référer auprès de vos autorités s'ils pouvaient avoir un dépistage automatique pour ce cas, pour nous les Blacks? Je vais répondre tout de suite. On a parlé de l'éthique. Et je pense qu'on a quand même la chance d'être dans un pays où le malade prend la décision. Nous, les professionnels de santé, on doit les informer. Parce que si vous ne savez pas qu'un texte existe, vous n'allez pas prendre la décision d'aller vers ce texte. Il est automatique pour les femmes enceintes, mais il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on va suggérer à une femme enceinte, voilà, vous êtes enceinte, on vous propose ce test. On ne peut pas... Allô, bonsoir. On devrait inviter les gens à venir se tester. Docteur, nous avons une question. Oui. Nous allons prendre une question. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui. Allô, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour, pardon. J'appelle de Londres. Mon nom c'est Bibi. Oui, Bibi, maman Bibi. Alors, oui, bonjour. J'appelle parce que j'ai deux enfants psychocèles. Yeah. Alors moi-même, je ne suis pas AS. Moi, je suis A thalassémie.
SS. Pardon, Ils font des parce cris que c'est pas encore clair. La régie peut nous pour l'instant, ils sont améliorer en le son. transfusion. Oui, vous avez des enfants SS. SS, oui. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous voulez comme question? Qu'est-ce que vous avez comme question, docteur? Ma question est, d'abord, moi, je n'ai pas de S, je suis thalassémique. Thalassémique?